Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur la contre-offensive de François Fillon. Le candidat de la droite et du centre tente de reprendre la main après l'ouverture de l'enquête du parquet financier. Il s'est exprimé ce soir pour dire son dégoût face à cette affaire. Il a défendu l'emploi et l'apport de son épouse et s'est interrogé sur le timing d'une telle polémique. Nous allons évoquer les conséquences potentielles de cette affaire devenue feuilleton à travers le regard de jeunes responsables politiques. Ces paroles de jeunes ce soir. Et puis cette question au programme, faut-il rêver dans une campagne? Eh bien, deux théories s'opposent, celle affirmant qu'il faut de l'espoir pour susciter l'envie et l'adhésion des citoyens, et l'autre soutenant au contraire que le réalisme et le pragmatisme doivent prévaloir. Sur cette question, le match des idées opposera ce soir le politologue François Mickey-Marty à Gaspard Koenig, à la tête du think tank Génération Libre. Enfin, l'entretien, mon invité a eu plusieurs vies. Homme de cinéma, de télévision, ministre de la Culture et écrivain, Frédéric Mitterrand publie Mes regrets sont mes remords chez Robert Laffont. Le grand entretien est à suivre tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de votre fidélité. Et avant d'accueillir mes premiers invités, tout de suite, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé ce soir Sophie Normand-Couturier. Michel Sapin vole au secours d'Emmanuel Macron, épinglé dans un livre pour ses frais de représentation qui auraient atteint pour lui seul 80% de l'enveloppe annuelle lorsqu'il était à Bercy. Le candidat à la présidentielle peut compter sur le soutien de son ancien ministre de tutelle. Ce dernier évoque des mesquineries budgétaires. Moi, je suis ministre à Bercy. Je sais ce dont chacun des ministres aujourd'hui peut disposer. Et évidemment, Macron n'a pas dépensé plus que ce à quoi il avait droit, très naturellement, dans un ministère comme le nôtre. Au Sénat. Les travaux définitifs de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin vont pouvoir commencer après un ultime vote du Sénat. Le Parlement donne donc son feu vert à la ratification de l'accord entre la France et l'Italie. Le tunnel transfrontalier renforcera la compétitivité de nos entreprises et bénéficiera à nos relations économiques avec l'Italie, qui est notre deuxième partenaire commercial, mais aussi à nos relations économiques avec le reste de l'Europe. Environnement. Toujours au Sénat, Ségolène Royal est revenue sur les bienfaits de la fermeture annoncée de la centrale nucléaire de Fessenheim en 2018. Fermeture qui débloquera, selon elle, les stratégies d'investissement franco-allemand. Ça fait longtemps qu'on avait promis aux Allemands de fermer Fessenheim, donc le processus est en cours et dès hier, j'ai interpellé le ministre de l'Industrie allemand avec lequel nous avions commencé à poser les bases de la construction d'une usine de voitures électriques et en particulier de positionner le territoire pour l'usine européenne du groupe Tesla qui doit venir sur ce secteur. International. Philippe Douste-Blazy ne dirigera pas l'Organisation mondiale de la santé. L'ONU a écarté sa candidature au profit de 3 autres personnalités pour le poste de directeur général. Une élimination qui serait perçue comme un véritable camouflet par les autorités françaises qui avaient apporté leur soutien à l'ancien ministre et médecin toulousain. À l'étranger. Le président mexicain annule sa visite à Washington. Il répond ainsi à Donald Trump qui le lui avait suggéré s'il refusait de payer pour la construction du mur à la frontière. Le président américain, décidément à l'offensive contre l'immigration, déclare par ailleurs vouloir geler l'entrée de ressortissants de certains pays musulmans, invoquant le terrorisme. Parole de jeunes, c'est le débat avec de jeunes responsables politiques, associatifs ou de futurs éditorialistes, Public Sénat. Et on va plus loin, en particulier, donne la parole à celles et ceux qui souhaitent faire entendre leurs idées et défendre leurs arguments. Pour cela, je vous présente nos invités ce soir. Clément Forestier, bonsoir. Bonsoir. Délégué national des Jeunes Les Républicains, qui remplace, je précise, le président des Jeunes avec Fillon qui s'est désisté ce soir, qui reviendra une prochaine fois. Mais merci donc d'être là. Plaisir. Marie Nathanet nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Président de Terra Nova Sciences Po. Avec nous et face à vous, Sacha Houlier, bonsoir. Bonsoir. Co-fondateur des Jeunes avec Macron. Et Benjamin Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dirigé Sciences Po TV il n'y a pas très longtemps. Alors,
Madame, messieurs, voici les thèmes. Ce soir, François Fillon contre-attaque au lendemain de l'ouverture de l'enquête du parquet financier sur l'emploi de son épouse. Le candidat de la droite et du centre tente de reprendre la main ce soir, on va en parler. Et puis au menu aussi de notre débat, dernière ligne droite dans la primaire de la gauche et duel de meeting ce soir entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Nous serons sur place. Mais d'abord, l'actualité ce soir, c'est la prise de parole sur TF1 de François Fillon. On l'écoute tout de suite. Je voudrais vous dire que je ne trouve pas de mots pour dire mon dégoût devant le caractère abject de cette accusation. Je fais de la politique depuis plus de 30 ans, j'en connais les règles, j'ai le cuir épais, je savais qu'en me présentant à l'élection présidentielle, j'allais affronter toutes les calomnies. Mais pas celle-là. Pas celle qui consiste à attaquer ma femme pour m'atteindre. Voilà. Mon épouse est remarquable, elle est exceptionnelle. Vous n'imaginez pas à quel point elle souffre qu'on puisse penser qu'elle n'a pas respecté les règles. Alors je le dis ce soir, je la défendrai, je l'aime, je la protégerai, et je dis à tous ceux qui voudront s'en prendre à elle, qui me trouveront en face. On va écouter d'autres extraits. On attendait les explications du candidat sur le fond de cette affaire. Première question, premier tour de table. Et d'abord vous, Clément Forestier, est-ce que les explications ce soir, l'argumentaire, la défense de François Fillon vous a convaincu ? D'abord, je crois qu'il a fait le choix le plus responsable, c'est-à-dire dans un premier temps de livrer l'affaire à la justice, c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus fiable et qui se limite aux faits pour éviter d'entrer dans une polémique médiatique où chacun y amène son petit bout, où on perd complètement toute notion de vérité. Je pense qu'il a très bien fait. Son avocat était aujourd'hui au parquet financier pour remettre tous les éléments de preuve pour qu'il n'existe plus le moindre doute que son épouse a effectivement effectué un travail auprès de lui pendant toutes ces années, et puis d'aller directement droit dans les yeux vers les Français pour leur expliquer de quoi il s'agissait. Et puis, pardon, mais moi je trouve que ça fait du bien de voir un homme politique qui défend son épouse, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de sincérité dans ce qu'il disait. Je pense qu'il a été profondément affecté par le fait, il le dit très bien lui-même d'ailleurs, qu'on s'en prenne à lui, c'est une chose, il le savait, il est candidat à l'élection présidentielle, c'est le lot de chacun. Qu'on s'en prenne aux épouses, je trouve ça effectivement un peu bas, et je l'ai trouvé à la fois digne, clair, et faisant preuve de responsabilité dans ce qu'il a dit. On pourra revenir sur le fond, on y reviendra. On va le faire en détail. Même question, Sacha Houlier. Moi, j'ai un principe qui est lié à ma profession d'avocat, c'est que je respecte la présomption d'innocence, je respecte aussi l'indépendance de la justice. Le parquet financier étant saisi, je me vois mal faire des commentaires sur ce que sera les débouchés de ce qu'on peut désormais appeler l'affaire Fillon. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je ne me réjouis pas des difficultés que rencontrent les autres candidats. Je ne m'en réjouis pas parce que ça porte atteinte à l'image de ce que doit être la politique, une image d'exemplarité, une image dans laquelle finalement on a un débat des idées. Et le débat des idées, je pense qu'on est, parce que moi je suis donc chez En Marche et chez Les Jeunes avec Macron, je pense qu'on est à même de le remporter. Je pense qu'on a porté des propositions qui doivent être débattues, et proposition contre proposition, on pourra battre tous les candidats, y compris M. Fillon, qui a par ailleurs posé des conditions au maintien de sa candidature. On va en parler de ces conditions. Et dont on verra si elles sont respectées ou non. Marina Tané, même question. Et plus précisément, la première ligne de défense de François Fillon, ça avait été de dénoncer, de condamner la supposée misogynie de cette polémique. Là, tout autre ton de l'article, exactement. Tout autre ton ce soir. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ? J'ai trouvé qu'il était dans son rôle. Mais après, pour moi, le vrai sujet là-dessus, c'est la question d'éthique politique. Évidemment, la partie judiciaire, je ne pense pas qu'on ait à en traiter là ce soir. Une instruction est en cours, ça ne nous regarde pas. En revanche, il y a une vraie question d'éthique politique qui est gênante, qui est embarrassante pour l'ensemble de la classe politique. Puisqu'aujourd'hui, on est dans une société où la crise de la défiance est majeure. Je crois que plus de 60% des Français ne croient plus aux institutions, ne croient plus en la capacité des partis traditionnels à gouverner un pays. Et dans ce contexte-là de crise vraiment importante de la confiance, ce type d'affaire, quelle que soit son issue judiciaire, salit encore l'ensemble de la classe politique. Son explication, elle est touchante sur sa femme, mais quoi qu'il en soit, ça n'enlève pas la problématique majeure qui donne l'impression aux Français que la politique, c'est un microsystème où les pouvoirs sont concentrés entre les familles, entre des mains d'élus.
Qu'on s'en prenne pas à sa femme, c'est une chose, mais qu'on s'en prenne pas à sa femme quand c'est son attaché parlementaire, je pense que ça en est une autre. Et c'est pour ça que je trouve que la réaction des 2 candidats à la primaire de gauche hier était la bonne, c'est-à-dire de dire il faut interdire aux parlementaires d'employer des membres de leur famille. Et je suis absolument d'accord avec ça. Ça va être notre sujet. Benjamin Duhamel, même question. Et plus largement, je ne vais pas dire que François Fillon jouait quitte ou double ce soir, mais quand même il jouait gros par rapport à sa campagne, sur l'aspect politique déjà. On verra les conséquences. Et vous, l'avez-vous trouvé convaincant? Oui, c'était une semaine majeure pour lui. Il y avait eu un sorte de faux plat. Il comptait se relancer avec un déplacement à Berlin. Là, de dimanche, il fera son grand meeting, une sorte de meeting du Bourget. Moi, 2 choses. Je pense que sur la forme, il a été plutôt convaincant. On l'a senti ému, effectivement. Maintenant, 2 éléments. D'abord, il y a quand même un peu un côté écran de fumée. Je veux dire, le sujet n'est pas qu'il aime sa femme. Le sujet, c'est quand il y a une accusation d'emploi fictif. Et là-dessus, je ne peux que dire que, honnêtement, les explications, les faits sont assez maigres. Enfin, un élément dans son argumentaire. On a entendu tribunal médiatique. On a entendu la démocratie est pourrie. Moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'efficace. Ça me rappelle, d'une certaine façon, Valéry Giscard d'Estaing en 1980, quand on lui sort l'affaire des diamants, plutôt que de répondre sur le fond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je vais laisser mourir les choses basses de leur propre poison » et j'oppose un démenti catégorique et méprisant. Je pense qu'on ne répond pas en disant en gros tout ça, ce n'est pas de mon niveau. Et moi, je pense que ce soir, il a manqué des faits. Alors, la justice, j'espère, aura tout ce qu'il faut. Mais là-dessus, je pense que c'est quand même ce qui manquait un petit peu et un petit côté écran de fumée. Clément Forestier, je vais vous laisser réagir à cela et puis ajouter quand même quelque chose. Il a sorti un argument assez massu, on va dire. Il a dit que s'il était mis en examen, il ne serait plus candidat. Est-ce que c'est bien sûr un argument politique, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que il l'avait dit avant. Du Parti Les Républicains? Il l'avait dit avant, puisque il l'avait mentionné dans le cadre de la primaire. Oui, mais cette fois-ci, ça prend une mesure particulière. Tant mieux, on devrait se féliciter qu'un homme politique qui fait des promesses avant continue de les assumer après, une fois qu'il a remporté la primaire. Et tant mieux. Après, ça pose des questions sur la présomption d'innocence, mais Marine, tu l'as dit très bien toi-même, on a un problème avec le principe d'exemplarité des hommes politiques et la confiance dans les hommes politiques. Et je pense que prendre une position comme celle-ci est justement de nature à restaurer la confiance entre les hommes politiques et les citoyens. Oui. Et il a parfaitement raison de le faire. Pour te répondre juste sur les éléments factuels dans cette affaire, il a pris une décision qui est la plus sage et la plus sérieuse. C'est de réserver les éléments factuels à la justice. Voilà. Bien sûr, je suis d'accord. Sur la mise en examen, 2 éléments. Je suis d'accord, honnêtement, il tient ses engagements, on est d'accord. Maintenant, en termes de communication et du point de vue très politique, je ne suis pas certain que ce soit intelligent pour lui, en gros, de remettre dans le débat ça, parce que ça a une seule conséquence, c'est que maintenant, l'idée possible de son retrait est dans le débat. Parce qu'il dit, si je suis mis en examen, eh bien, je ne serai plus candidat. J'ai quand même un autre sujet, c'est que finalement, le temps qu'on parle de Fillon, de ses histoires, etc., on parle pas. C'est le thème de notre débat ce soir. Je suis d'accord, mais le temps qu'on parle de cette affaire-ci, on ne parle pas de ce qui va être traité par les Français pendant 3 mois jusqu'au 23 avril. On va en parler, mais c'est important parce que cela a touché les Français. C'est quand même l'un des favoris de cette présidentielle. Ça peut être une déflagration politique. Là, on ne peut pas la mettre entre parenthèses. Et puis, je vous pose plus singulièrement la question à vous, parce que vous êtes, pour certains, de jeunes responsables politiques, ou en tous les cas engagé en politique, donc votre regard est important, même sur la partie morale, éthique. Est-ce que vous avez entendu ce soir des réponses apportées à l'un des problèmes, en tous les cas une habitude qui gangrène peut-être le milieu politique, employer ses proches? Il a dit lui-même, François Fillon, qu'il lui est arrivé de rémunérer 2 de ses fils par le passé. Bon, je crois qu'il a éteint la polémique avant que la presse ne s'en saisisse, mais sur ce plan-là, qu'est-ce que vous répondez? Quel est votre regard? Moi, je trouve qu'effectivement, il s'était présenté comme le candidat de la vertu, comme le candidat de la transparence. Je ne crois pas que ça soit un sujet minime, comme tu essayes de le dire. C'est une vraie préoccupation des Français. Perdre la confiance dans les institutions, perdre la confiance dans le processus démocratique, c'est une vraie problématique. Non, mais c'est pour ça, aujourd'hui, ce débat doit être posé au regard du délitement du lien entre les citoyens et leurs élus, au regard du délitement de la procédure démocratique. Ce n'est pas une question dont on peut se passer. Et je pense qu'il a eu absolument raison de dire « je ne serai plus candidat si je suis mise en examen ». Effectivement, en termes de communication, c'est discutable, mais en même temps, il a voulu s'émparer du sujet avant qu'on lui pique, quoi. Je vais vous laisser réagir. On écoute de nouveau le candidat de la droite et du centre ce soir, donc aux 20h de TF1, qui évoque cet aspect évidemment judiciaire. On l'écoute. Elle a corrigé mes discours. Elle a reçu d'innombrables personnes qui voulaient me voir et que je ne pouvais pas voir. Elle m'a représenté dans des manifestations, dans des associations. Elle me faisait
la synthèse de la presse. Son travail est réel. Je m'en expliquerai évidemment avec la justice. Mais on voit bien que derrière ça, la vraie question, c'est comment combattre celui qui a gagné la primaire de la droite et du centre. Je fournirai tous les justificatifs nécessaires à la justice et je ne me livrerai pas au tribunal médiatique. Désormais, c'est la justice qui est saisie, c'est elle qui aura les informations. Laissons la justice de côté un moment. Benjamin Duhamel, dans l'opinion publique, forcément, quand on parle de certains montants, l'affaire va prendre une tournure qui est beaucoup plus morale, qui est éthique. Et il est normal de se poser des questions sur certains montants. Est-ce que cela peut avoir un coût politique important? Je pense 2 sujets. Le premier, là pour le coup, c'était une vraie erreur de sa part. Quand Gilles Boulot le relance et lui dit, vous comprenez que des montants, notamment ça peut aller jusqu'à 7 900 €, choquent les Français. Là-dessus, il dit, c'était légal. Bien sûr, c'est légal. L'enveloppe parlementaire, elle est de 9 500 €. Mais évidemment, quand on a le salaire médian en France qui est de 1 600 €, oui. Évidemment, c'est choquant. Ensuite, deuxième élément. Effectivement, François Fillon, c'était le candidat de la probité, de l'exemplarité. Mais c'est aussi autre chose. C'est aussi le candidat qui, pendant toute la campagne, a dit « Je vais supprimer 500 000 emplois de fonctionnaires. Il y a du gaspillage des deniers publics. » Honnêtement, quand on met en parallèle ces deux choses-là, encore une fois, je ne préjuge pas de ce qui va se passer et de quel sera le résultat de l'enquête. Simplement, je pense que ça peut avoir des vrais dommages dans le discours qu'il va porter et notamment dans le déroulement de la campagne. Clément Forestier, vous qui êtes délégué national des Républicains, est-ce que, honnêtement, vous vous êtes ces dernières heures, ces derniers jours, posé une question pour la suite, une question, je veux dire, sur l'aspect politique, des conséquences de tout cela? Vous qui êtes investi, vous avez soutenu au départ Bruno Le Maire, il s'est évidemment rangé derrière François Fillon, c'est aussi votre candidat ce soir. Oui, bien sûr, mais c'est évidemment que c'est une affaire qui est embarrassante dans cette campagne. Maintenant, je pense que, encore une fois, il a réagi de la meilleure des manières et il faudra qu'on ait ce débat sur le fond. Et je suis d'ailleurs content, vous l'avez rappelé, effectivement, j'ai soutenu Bruno Le Maire à l'occasion de la primaire qui proposait un certain nombre de renouvellements dans notre vie démocratique, dans le droit parlementaire, dans cette façon de faire de la politique et de recréer du lien entre les hommes politiques. Avait embauché sa femme comme assistante parlementaire. Qui soutient François Fillon. Mais alors attention, ne mélangeons pas tout. Parce que, emploi fictif, emploi réel. Emploi fictif, c'est la justice qui va trancher. Le reste, c'est légal. Nous parlons de l'aspect éthique et moral. Est-ce que vous souhaitez que l'un des candidats, est-ce que ça doit être François Fillon, porte cette mesure aujourd'hui dans la campagne présidentielle, s'il le peut? Je pense que dans le monde politique qui s'ouvre, notamment nous, nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques, on doit être capable de dire demain il faudra faire de la politique différemment. Donc je pense, mais encore une fois, vous savez qu'on l'a beaucoup entendu ce slogan. Mais j'entends bien, mais justement, il serait aimerait bien vous croire. Depuis le temps qu'on l'entend, il serait peut-être temps de commencer à le faire. Et là-dessus, je suis parfaitement en cohérence avec mon propos et mon soutien et le candidat que je soutiens à l'élection présidentielle. C'est qu'effectivement, je pense qu'il faudra que les parlementaires arrêtent d'employer leurs époux, leurs enfants et les membres de leur famille. En revanche, je pense que l'interdire formellement par la loi, c'est la pire des idées. Regardez ce qui se passe au Parlement européen. Au Parlement européen, vous n'avez pas le droit d'embaucher votre femme, d'embaucher votre enfant en tant que collaborateur. Et que fait le Front National au Parlement européen? Eh bien, c'est pas compliqué. Je peux pas embaucher ma femme, mais c'est pas grave. Mon collègue député du siège d'à côté va l'embaucher, et puis moi je t'embauche ton cousin en échange, et puis et là-dessus, les médias. Vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de solution en cela? Non, il y en a une, mais en réalité, on est en train d'y arriver. Je ne veux pas l'aborder parce que tu es attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Si tu permets que je termine une phrase, c'est peut-être ça aussi, renouveau de notre débat démocratique. On a terminé beaucoup. Mais tant mieux. On est en train d'y arriver. C'est-à-dire que vous, médias, faites votre travail en révélant un certain nombre d'éléments et l'opinion publique se saisit de la question. Et demain, les parlementaires, moi je me mets à la place d'un candidat ou d'un parlementaire et je me dis que moi je ne le ferai pas. Et je ne le ferai pas parce qu'il y a une loi ou parce qu'il y a mais parce que l'opinion publique agira là-dessus. Il y a la loi et il y a la façon dont on fait de la politique. Et nous, on a considéré, lorsqu'on a voulu renouveler la classe politique, qu'il y avait des critères à respecter. Et ces critères, ils sont moraux. Et donc, ils sont moraux sur les critères qui sont imposés aux candidats eux-mêmes. Et dans ces critères, il y a la probité. Donc ça, c'est pour l'aspect de la loi. Mais il y a aussi, finalement, une certaine forme d'éthique. Et je pense qu'en redoublant la classe politique, en insérant plus de société civile, en mettant plus de jeunes, en mettant plus de femmes aussi, parce qu'il en manque beaucoup... C'est synonyme d'éthique, la jeunesse ?
Écoutez, en tout cas, on n'a c'est pas synonyme de probité. En tout cas, on l'a pas essayé jusqu'alors quand on connaît la composition de l'Assemblée nationale, comme la parité par ailleurs. Justement, j'ai une question puisque vous parlez de probité, je vais vous laisser la parole. Emmanuel Macron est accusé, pour l'instant, ce sont des soupçons, d'avoir dépensé à lui seul et en 8 mois 80% des frais de représentation du ministère de l'économie. Le candidat s'en défend vigoureusement et assure lui qu'aucun centime de Bercy n'a été utilisé pour En Marche. Michel Sapin confirme ses dires, mais pour le moment, le soupçon plane encore. Qu'est-ce que vous pensez? Alors vous, engagé dans ce mouvement En Marche, qu'est-ce que vous pensez de cela? Effectivement, moi je vois que certains ne sont plus habitués à ce qu'un ministre travaille. Et Emmanuel Macron, il a travaillé jusqu'au bout. Il a travaillé pour la France en tant que ministre de l'économie. Il pourra le prouver lui aussi, parce qu'à la limite, on ne peut pas savoir quelle est la frontière exacte entre le candidat et le ministre. C'est ses collègues qui l'ont prouvé, puisqu'ils attestent que ça a bien été le cas. Et par ailleurs, Emmanuel Macron a dit lui-même que c'était des propos diffamatoires et qu'il ne manquerait pas de le faire savoir à tous ceux qui les réitéreraient. Mais c'est assez amusant ces conversations parce qu'on parle de renouvellement des pratiques politiques et finalement on est en train de s'enliser dans les vieilles manigances et dans les vieux... Attendez, un ministre qui travaille, c'est des manigances? C'est intéressant comme idée. C'est que cette façon à nouveau d'essayer d'abîmer un candidat avec un sujet, une polémique, c'est vraiment la vieille politique. Vous craignez que cette campagne devienne, pour reprendre le terme qui a été utilisé, la campagne des boules puantes, qu'elle soit ainsi rythmée par ces polémiques? C'est dommage parce qu'il y a des vrais sujets. Le sujet du renouvellement démocratique, c'est un sujet profond. Le sujet de la place de la jeunesse dans les institutions, c'est un sujet. À Terra Nova, on a beaucoup travaillé là-dessus et on voudrait par exemple proposer un quota de jeunes à l'Assemblée et au Sénat de la même manière qu'un quota de femmes pour imposer un peu justement cette vivacité-là. Mais en revanche, je trouve que toutes ces polémiques sur Macron, etc., sur ces sujets-là n'ont plus leur place. Il faudrait s'interroger sur le projet. Quand on a un débat sur le projet de Macron, moi, là, je suis toute ouverte. Conclusion sur ce sujet, Benjamin Duhamel? Oui, moi, je pense que je veux peut-être être seul ici, mais je pense qu'ici, on a affaire à un problème de potentiel emploi fictif. Il faut arrêter les solutions marketing qui consistent à dire au lendemain d'un potentiel scandale, et encore une fois, présomption d'innocence, on change la loi, on change tout. Là, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il faut aussi voir les choses de façon un peu plus complexe. La politique, c'est un combat qu'on fait parfois en famille. Il y a énormément aujourd'hui d'assistants parlementaires qui sont des membres de la famille de leurs députés ou de leurs sénateurs. Il n'y a pas d'enquête sur eux, d'ailleurs, vous avez remarqué? Il n'y a pas d'enquête pour les autres. On annonce qu'il y a 110 parlementaires qui emploient leurs enfants. Mais il n'y a d'enquête que sur celui qui il y a ce qui est légal. Et j'ajoute d'un mot. Ce qui relèvera de la justice, on va conclure. Parce que on dit ça fait le jeu du Front National. Il faut aussi dire que depuis 5 ans, depuis 10 ans, il y a de plus en plus de contrôle. Un exemple simple, la loi qui a suivi l'affaire Cahuzac, qui a créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, a eu des impacts absolument considérables. Maintenant, tout citoyen peut aller lire sur Internet. Et vous avez raison de rappeler cela aussi. C'est le verre à moitié plein. Allez, s'il vous plaît. Et le nom des c'est la dernière ligne droite dans la primaire de la gauche avant le scrutin dimanche. Duel de meeting ce soir. Benoît Hamon est au Palais des Congrès de Montreuil. Emmanuel Valls à la Mutualité à Paris. On retrouve Oriane Mantini. Bonsoir Oriane. Dites-nous quelle est l'ambiance sur place. Est-ce que le candidat Valls y croit encore ? Eh bien écoutez Sonia, l'ambiance sur place, ce n'était pas franchement l'enthousiasme, la ferveur. Moins de 1000 personnes étaient présentes ici à Alfortville pour ce dernier meeting de campagne de Manuel Valls. Un meeting où bien sûr Manuel Valls a attaqué son adversaire Benoît Hamon. Il a attaqué ces mesures qui conduiraient selon lui à un quinquennat à 500 milliards d'euros. Et Manuel Valls l'a dit, moi je refuse de promettre n'importe quoi pour gagner. Il a attaqué le projet de Benoît Hamon, un projet qu'il juge dangereux pour la gauche. On ne peut pas se faire élire sur un tel projet parce que la gauche perdrait et la gauche s'effondrerait, a dit Manuel Valls. Manuel Valls qui, en opposition à son adversaire, eh bien, a défendu sa gauche, la gauche de la vérité. Durant tout son discours, il s'est posé comme un homme de gauche. Il a voulu défendre les valeurs de la gauche. On l'écoute. Je refuse de promettre n'importe quoi pour gagner. J'ai une trop haute estime de la gauche pour la fracasser sur le mur des réalités. Je refuse une conception de l'inconséquence qui promet sans compter, car elle sait très bien qu'elle n'en sera jamais comptable. Je refuse donc l'idée même du renoncement. Et c'est pour cela que dimanche, c'est un choix capital, c'est un choix décisif, c'est un choix historique pour la gauche, parce que c'est une manière pour elle de trancher enfin tous ces débats et que plus que jamais, elle assume ses responsabilités.
Manuel Valls qui refuse de s'avouer vaincu. Il est convaincu qu'il peut déjouer les pronostics, convaincu qu'il peut changer les choses. L'élection n'est jamais écrite. Je me battrai jusqu'au bout, a-t-il dit. Manuel Valls qui demande donc aux progressistes de venir nombreux voter dimanche. Un appel à la mobilisation lancé ici à Alfortville, la même où Lionel Jospin avait lancé sa campagne présidentielle en 1995. Une mobilisation dont aura bien besoin Manuel Valls s'il ne veut pas finir lui aussi comme Lionel Jospin éliminé au second tour. Merci Oriane Mancini pour ce meeting. Donc Manuel Valls à Alfortville et pas à la Mutualité comme je l'ai dit. Direction meeting à présent de Benoît Hamon, c'est bien à Montreuil. On va retrouver Elsa Mondingava. Alors même question, quelle ambiance sur place? Est-ce que le candidat Hamon continue de tracer tranquillement son sillon avant le scrutin dimanche? Exactement, une très bonne ambiance ici à Montreuil où il y a plus de 3000 personnes dans cette salle. Benoît Hamon, dans son discours, est revenu sur la laïcité. Il a parlé des attaques de l'extrême droite qu'il le surnomme Bilal Hamon. Bilal, un très joli prénom, a-t-il répliqué. Il est revenu également sur les attaques de son propre camp, accusé de préparer la division et non le rassemblement. Benoît Hamon a ensuite déroulé son programme sur l'économie. Il le réaffirme, il mettra en place un revenu universel, mais il précise bien étape par étape. Il parle de Manuel Valls et de ses solutions qui viennent d'un monde ancien. Et là, il est en train, puisque son discours n'est toujours pas fini, de parler de l'école. L'école, c'est vraiment un axe important du discours de ce soir. Voilà, la campagne n'est pas finie pour Benoît Hamon. Il sera en déplacement demain matin à Paris. Et puis, il tiendra un meeting demain soir à Lille. Lille, la ville de Martine Aubry, qui lui a accordé son soutien cette semaine. Dimanche, c'est donc le vote. Ici, on veut croire que Benoît Hamon va confirmer la dynamique et gagner la primaire. Mais ce que je peux vous dire, Sonia, c'est qu'on a interviewé des militants. Et les militants qui sont présents dans cette salle, ils sont très pessimistes. Ils ne croient pas au rassemblement dimanche soir. Réaction sur ce plateau, vous avez vu, évidemment le meeting de Manuel Valls était terminé, ce qui explique que la salle était vide. Autre ambiance pour Benoît Hamon, mais plus largement, Marine Attané, sur ces deux gauches, finalement, ça a un petit peu rythmé toute la campagne. Une gauche présentée par Manuel Valls comme une gauche de gouvernement, plus crédible, pragmatique sur le terrain, et celle de Benoît Hamon, décrite comme plus utopiste, moins réaliste. Est-ce que vous pensez qu'il y a une telle opposition ? Ah, clairement, et c'est tout l'intérêt du débat d'hier aussi, qui a montré deux projets de société, qu'il s'agisse du travail, de la laïcité ou d'autres thèmes comme la sécurité. Il y a deux gauches. Et ça a fait l'intérêt de la gauche. C'est-à-dire que la richesse du parti, c'était d'avoir ces différents courants et ces différentes tendances. Notre problématique aujourd'hui, c'est que ce qui avant était minoritaire dans le parti, c'est-à-dire les frondeurs avec Benoît Hamon, c'était 25% du parti. Aujourd'hui, c'est le favori. Et comment vous l'expliquez ? C'est l'héritage du quinquennat de François Hollande ? Il y a cette partie-là, il y a le côté héritage du quinquennat, mais il faut aussi ajouter que les sociodémocrates, donc la ligne théoriquement de Manuel Valls, ne se retrouvent pas dans sa personnalité. Pour laquelle vous penchez ? Pour laquelle Terra Nova est progressiste, bien sûr. Donc Terra Nova pencherait pour la ligne social-démocrate, évidemment. Mais en revanche, il y a beaucoup de sociodémocrates qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans Manuel Valls, puisque clairement, c'est une personnalité clivante. Et sa vision de la République, sa vision aujourd'hui assez autoritaire de la République, sa vision sécuritaire et les propos qu'il peut tenir sur la laïcité ont heurté toute une partie de l'électorat vraiment social-démocrate, si bien que finalement la fracture qui aujourd'hui peut exister entre ces deux gauches résulte aussi du fait qu'il a perdu la base centrale qui était la gauche de gouvernement. C'est votre avis, Benjamin Duhamel ? Alors, moi, je vais même plus loin. Je pense que le débat d'hier soir a montré que les deux gauches irréconciliables dont parlait Manuel Valls, on les a vues, honnêtement, sur tous les sujets, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la laïcité, que ce soit sur la sécurité. Il n'y a plus rien en commun. C'est effectivement deux gauches, mais disons qu'il y en a une qui tend vers Emmanuel Macron, et ça fera plaisir à Sacha, celle de Manuel Valls, sauf sur quelques sujets, et une autre qui fait les yeux doux avec Jean-Luc Mélenchon. Juste, je termine sur un point. Quand Marine dit que les sociodémocrates ne se retrouvent pas chez Manuel Valls parce qu'il serait autoritaire, trop avec une laïcité agressive. Non, moi ce que je pense simplement, c'est qu'on a eu hier, avec l'exemple de Benoît Hamon, un candidat qui, sur ces sujets-là, et je ne suis pas le porte-parole de Manuel Valls ici. Moi, simplement, je constate qu'il y a quand même un certain nombre d'ambiguïtés sur la laïcité. Et Manuel Valls l'a dit, parfois avec des propos exagérés de ses porte-paroles. Mais quand on voit la façon dont est composée son équipe de campagne, quand on voit les propos qu'il avait pu tenir sur les cafés
à Sevran. Moi, je pense pas que ce soit une conception autoritaire de la République. Mais la question, elle est claire, c'est-à-dire quand des ministres majeurs du gouvernement, comme Ségolène Royal, Marisol Touraine, ne portent pas Manuel Valls, s'il n'est même pas capable de rassembler en son sein son gouvernement, il ne pourra jamais rassembler la gauche dans sa diversité. L'échec, il était déjà là. Marie-Nathalie, il y a aussi beaucoup de calculs politiques, hein, parfois, d'inimitié, de haine recuite. Totalement. Évidemment qu'il y a des calculs et évidemment qu'il y a la détestation, sauf que s'ils avaient vraiment voulu gagner l'élection, ils s'y croyaient vraiment en la victoire de Valls, ils se seraient mis derrière lui. Non, mais moi je suis pas du tout d'accord avec vous, parce que ce que vous dites sur la primaire de gauche, on l'a aussi rencontré sur la primaire de la droite. C'est-à-dire qu'en fait, non mais attendez, on a une différence de ligne politique. Non, déjà on était au pouvoir. Si je peux poursuivre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu plusieurs droites. Il y a une droite assez dure de M. Fillon et qui est conservatrice qui s'est affrontée à celle de Alain Juppé qui était beaucoup plus progressiste. Comme aujourd'hui on constate qu'il y a plusieurs gauches. Mais le rassemblement était plus facile à droite. Juste à droite, on voit comment se passe la campagne de M. Fillon, on voit comment on a des difficultés à envisager le rassemblement d'aujourd'hui, ce qui est les gauches. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une voix qui est portée en dehors, et ce qu'on a diagnostiqué déjà il y a un petit moment, c'est qu'en France, il y a des progressistes et il y a des conservateurs, et la ligne de fracture, elle ne se situe plus entre la gauche et la droite, mais elle se situe entre les progressistes et les conservateurs. Et sur le projet qui est porté par Emmanuel Macron, parce que... Mais on va parler d'Emmanuel Macron. Tu voulais qu'on en débatte ? Je sais que vous venez rapidement votre candidat à chaque fois. C'est celui-ci. Mais Benoît Hamon a réussi peut-être quelque chose et il a parlé, dit-on justement, Clément Forestier à la jeunesse, avec sa proposition phare qu'il a réussi à imposer dans le débat, quoi qu'on en pense, le revenu universel. Qu'est-ce que vous, au-delà des clivages partisans, etc., qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, très franchement, moi, le revenu universel, la première fois que j'en ai vraiment entendu parler un peu en détail, c'était il y a à peu près 1 an et demi. Et j'étais avec ma compagne et je me suis dit, ça a l'air d'être une bonne idée. Qui est attaché parlementaire ? Donc, pas du tout. Non, elle vit très bien, beaucoup mieux que moi de son travail. Et je me suis dit, moi, pourquoi pas ? Ça a l'air d'être une bonne idée. Alors, on a commencé à compter. Et puis on a commencé à additionner et à multiplier. Et puis au bout de 10 minutes, on a arrêté en se rendant compte que c'était totalement absurde. En vérité, cette primaire... Vous êtes des jeunes très raisonnables, alors vous calculez tout de suite, etc. Non, vous n'avez pas été emporté par l'aspect plus lyrique de cette mesure. On se rend vite compte du caractère totalement infinançable d'une telle mesure, qui n'est pas mauvaise sur le fond. Je veux dire, on peut y réfléchir. Après, ça pose une question sur la société du travail, etc. Mais sur le fond, c'est pas mal. Attends, je voudrais juste terminer, si tu permets. Cette primaire, elle est intéressante. Finalement, elle va dans le sens de la fin de ce quinquennat. C'est-à-dire, c'est le renoncement définitif. C'est le renoncement de la gauche à être en capacité de gouverner le pays. Ils vont élire Manuel Valls va prendre une rouste monumentale dimanche. C'est ma prévision, mais franchement, celle-là, je suis prêt à vous la signer. Ils vont élire Benoît Hamon avec un programme dont chacun sait qu'il est absolument, totalement inapplicable. Il terminera probablement 4e ou 5e de l'élection présidentielle. Et finalement, la gauche revient à ses origines, c'est-à-dire un parti contestataire de propositions qui a vocation à rester dans l'opposition, à faire rêver, à vendre du rêve, mais jamais à agir en responsabilité. Benjamin Duhamel, sur la proposition quand même qui a rythmé cette campagne. Alors, sur le fond, d'abord, c'est très frappant effectivement de voir que cette proposition parle, et notamment l'électorat de Benoît Hamon. Il y a une partie de l'électorat, je pense, qui est parfaitement consciente que cette mesure n'est pas applicable, mais simplement on vote pour se faire plaisir. On se dit, bon, quitte à perdre, autant voter pour un beau projet. Et ensuite, deuxième, là plus sur le fond, déjà le coût, honnêtement, c'est le budget de l'État. Bon. Deuxième point, le constat de Benoît Hamon, comme quoi le travail se raréfierait. C'est extrêmement contestable. Qu'est-ce qu'on voit ? Première chose, il n'y a jamais eu autant d'emplois. Le taux d'emploi dans les pays développés est de plus en plus important, donc il n'y a pas de moins en moins de travail. Deuxième élément, sur la taxe sur les robots, parce qu'en fait tout ça c'est un peu globalement, il y a de moins en moins de travail. Les pays qui ont le plus de robots sont le pays où il y a le moins de chômage et le plus d'emplois. Donc honnêtement, c'est-à-dire que sur la forme, je pense que c'est le signe d'une forme de paresse intellectuelle, c'est on vote pour se faire plaisir, et ensuite sur le fond, je pense que c'est une mauvaise mesure. La raréfaction de l'emploi, ça date d'Aristote, déjà. Donc paresse intellectuelle, moi j'irai pas jusque-là. Je crois qu'une partie de l'électorat de gauche a envie de croire en une utopie. Il y a une partie de notre base électorale réelle qui a besoin d'une utopie, et c'est ce qui s'est passé au discours du Bourget. Notre ennemi, c'est la finance. C'était ça, c'était trouver une utopie concrète sur laquelle on se focalise. Et là, c'est vraiment... la difficulté, c'est en fait quand la gauche est au pouvoir, il y a une jolie phrase là-dessus, c'est que quand la gauche est au pouvoir, tous les électeurs sont forcément contestataires et de mauvaise humeur. Quand on met la droite au pouvoir, il y aura toujours une partie qui sera contente. Bon,
C'est dans notre ADN, c'est dans notre ADN que d'avoir nos électeurs qui sont mécontents. Je voudrais quand même dire un truc sur le revenu universel, puisque Terra Nova a porté en face la mesure d'ailleurs que tient Valls, c'est-à-dire le minimum décent. Et effectivement, le minimum décent est une mesure plus crédible, plus facilement applicable, et qui améliorerait les choses aussi, mais sans aller à l'extrémité du revenu universel. Moi, je pense qu'on prend la question par le mauvais bout. On parle sans arrêt de travail, d'emploi, de protéger l'emploi. Ce qu'il faut protéger, c'est les individus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les individus, c'est aussi eux qui créent leurs emplois, c'est aussi eux qui s'y sont formés. La gauche a travaillé pour le social. Oui, justement, la gauche ne propose pas l'assurance chômage pour tous comme le fait Emmanuel Macron. Mais Macron est un peu de gauche. Macron était dans un gouvernement de gauche. Mais ça, je ne le conteste pas. Mais par ailleurs, ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est les travailleurs qu'il faut protéger davantage que le travail lui-même. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a considéré que, au-delà même du revenu universel, d'allocation, on souhaite que d'abord les travailleurs puissent gagner mieux leur vie et ensuite qu'ils aient des amortisseurs sociaux qui soient suffisants, c'est-à-dire qu'ils aient des mécanismes assurantiels, l'assurance chômage pour tous, des mécanismes de formation suffisants avec une reprise en charge par l'État des formations professionnelles et finalement, qu'ils puissent avoir une organisation du travail dans l'entreprise qui leur permette d'avoir, y compris dans leur travail, des perspectives d'évolution professionnelle. Alors, on va conclure, on va sortir un petit peu, si vous le voulez bien, de la politique, parce qu'il y avait un événement sportif ce soir, vous l'avez pas suivi, vous êtes là, mais je vous annonce le résultat. Ils l'ont fait, les experts sont donc en finale de leur mondial en battant la Slovénie 31-25. C'est vrai qu'ils ont suscité, Benjamin Duhamel, un engouement incroyable, ces experts. On était tous portés par eux. Déjà, dans leur... Une demi-finale sur TF1, grande chaîne de handball, c'est pas courant. C'est d'ailleurs pour ça que le débat de la primaire de gauche était mercredi et pas jeudi. Exactement. Parce que il y a une conséquence politique. Je pense qu'effectivement, peut-être que les gens auraient préféré regarder le handball plutôt que le débat. Non, d'abord, l'équipe, les experts, c'est une équipe que les Français aiment beaucoup, je crois, parce qu'ils ont un palmarès absolument formidable. Et puis, je pense que le peuple français est un peuple qui aime la politique et qui aime aussi beaucoup le sport et qui donc est capable de se passionner. Et puis surtout, voilà, encore une fois, ça fait du bien en ce moment. A envie d'espérer et est un peuple patriote qui en plus est prêt pour le coup à aller sortir le drapeau quand il faut. Ça fait du bien en ce moment, puis c'est une belle équipe. Et sur un sport, je trouve que c'est bien que ce sport-là soit de plus en plus médiatisé, puisqu'effectivement, c'est dans un de ces sports où on excelle. Davantage connu. Vous êtes d'accord? C'est une belle conclusion. Tout à fait, mais moi je suis plutôt football habituellement et plutôt l'Olympique de Marseille. Comme quoi, on a bien un truc en commun. Je vous suis sur les réseaux sociaux, j'avais bien compris que c'était l'OM. Merci bravo à aux experts, vous. effectivement, ça fait du bien. Exactement, merci à vous. Allez, cette question programme, vous en avez un petit peu parlé. À présent, faut-il rêver dans une campagne présidentielle? Eh bien, il y a deux théories qui s'opposent. Et sur cette question, le match des idées dans quelques instants avec le politologue François-Mickey Marty et Gaspard Koenig à la tête de think tank Génération Libre. Restez avec nous, c'est juste après une courte pause. Élection présidentielle 2017, second tour de la primaire de la gauche. Tous les résultats, analyses et interviews dans une émission spéciale en direct sur les chaînes parlementaires, dimanche à partir de 19h30. Qu'est-ce que c'est que ça? Une montre en or, mais tu vas la porter où? Michel, Janine, mais vous êtes complètement fous tous les deux. Vous foutez en l'air tous les efforts que je fais pour leur apprendre ce qu'est la richesse et la pauvreté. Il se peut que vous ayez été pauvre, mais vous ne l'êtes plus, vous êtes un bourgeois. Tu sais qu'il a refusé d'adhérer au mouvement de la paix. Il a dit que c'était une officine des Russes. Ça m'étonne pas, il a choisi de travailler pour l'Amérique et pour la guerre. Tu veux désespérer la classe ouvrière? C'est toi, Sartre? Toi qui sais d'où je viens, qui m'empêche de désespérer la classe ouvrière? Pour moi, tu es le premier homme. C'est drôle que tu dises ça. Premier homme. C'est le titre que je voudrais donner à mon prochain roman. Camus, samedi à 22h30 sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission. On va plus loin pour débattre à présent bien de cette question qui traverse en ce moment la primaire de la gauche et plus largement la campagne présidentielle. Que penser de cette opposition entre des candidats qui veulent insuffler du rêve et de l'espoir dans leur programme face à des candidats convertis au pragmatisme pur et dur parfois? On va en parler avec nos invités ce soir. Gaspard Koenig, bonsoir. Bonsoir, bienvenue, Sonia. écrivain, président du think tank Génération Libre. Et avec nous, face à vous, François-Mickey Marty, bonsoir. Bonsoir. Politologue, président du cabinet Viva Voice. Et avant d'entrer dans le vif de notre débat, retour sur une habitude finalement des campagnes, le rêve, l'espoir, ce n'est pas nouveau. Et on voit tout cela avec Sophie Normand-Couturier. 1981, la gauche, emmenée par François Mitterrand, voulait changer la vie. 2 ans plus tard, les promesses sont oubliées, le temps de la rigueur est venu, la réalité a eu raison de l'utopie.
Même schéma 31 ans plus tard. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Scande alors le candidat Hollande au Bourget. Il accède au pouvoir, c'est la rupture. Le peuple de gauche espère, avant de laisser place à la déception et au désenchantement. Certains éditorialistes évoquent une malédiction socialiste. Avec Manuel Valls et Benoît Hamon, c'est l'incarnation de ces deux gauches prises en étau entre rêve et réalité. L'ancien secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire propose ainsi un revenu universel et croit possible une 6e République et une baisse du temps de travail, quand l'ex-premier ministre se veut ancré dans la réalité et dénonce les marchands de sable. Est-ce que c'est si clair, Gaspard Koenig? Est-ce qu'il y a vraiment une opposition franche entre une volonté de faire rêver, c'est le cas de Benoît Hamon, qui parle d'ailleurs de futur désirable, face à des candidats qui mettent en avant au contraire leur réalisme, pragmatisme, comme Manuel Valls? Oui, le problème de Benoît Hamon, c'est pas qu'il fait rêver, c'est qu'il n'a absolument rien pour faire rêver. Et l'état d'impréparation de son programme, notamment sur la question du revenu universel, est abysmal. C'est extraordinaire. Il a découvert le sujet il y a 15 jours. Ils n'ont absolument aucun chiffrage. Ils ne savent pas combien ça va coûter. Ils ne savent pas comment ils vont le faire. Du coup, ils disent on va faire une conférence citoyenne, etc. Donc c'est tout simplement irresponsable. Et moi, je vous fais la même chose. Je vous fais un revenu universel, mais chiffré, bien construit. Vous et y réfléchissez depuis longtemps. C'est pas du rêve, parce qu'on fait travailler des gens, on fait travailler des économistes, on y passe du temps, des nuits, des rapports, etc. Donc il faut savoir construire un programme. Et j'aimerais, de manière un peu plus large, j'y pensais en venant vous voir, faire une sorte de profession de foi contre les utopies, en général. Et je ne suis pas le premier à avoir fait, puisque ça a été très bien dit par Karl Popper dans La Société ouverte et ses ennemis, qui expliquait que finalement, une utopie, c'est toujours le rêve de quelqu'un plaqué sur la société. Et quelle que soit la qualité de ce rêve, ça ne peut mener qu'à un désastre, parce que c'est forcément dans l'idée même de l'utopie, quelque chose d'autoritaire. Et quand on lit l'utopie de Thomas More, Utopia, que tout le monde cite d'ailleurs sur le revenu universel, à tort, eh bien on s'aperçoit que c'est une société absolument épouvantable, la société d'Utopia. Quand on lit véritablement, on s'aperçoit que les heures de sommeil sont dictées par l'État, il faut assister, alors les loisirs sont interdits, il faut assister à des conférences de 5 à 7, toutes les relations avec l'extérieur sont interdites, les rues doivent faire 6 mètres de large, etc. etc. Et donc il y a dans le processus même de construction de l'utopie par l'esprit humain, tout le monde aime faire des utopies, parce qu'on a toujours envie, on joue au Lego, on a envie d'organiser le monde. Mais ces utopies sont par nature criminelles. Et c'est pas parce qu'elles sont irréalisables, il y a des gens qui ont réalisé des utopies, mais ils les ont toujours réalisées avec le sang des hommes. Sans aller jusqu'à la société d'Utopia, qui est vrai, est effrayante. François Mickey-Marty, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que c'est vrai que l'utopie peut conduire à ce que dit Gaspard Koenig? Alors, je crois d'abord ce débat est passionnant parce qu'il est à la fois général et en même temps au cœur de notre actualité. J'ai l'impression que la politique est portée par de l'utopie, au sens propre du terme et au sens assez profond du terme, y compris d'ailleurs des philosophies libérales. Il y a un livre un peu ancien de Pierre Rosanvallon qui s'appelle « Le capitalisme utopique » et qui montre que l'idée de marché, lorsqu'elle émerge et se développe sous la plume d'Adam Smith au XVIIIe siècle, est portée par une vision d'une société qui se régule elle-même. Donc on a parfois l'idée de cette opposition entre une gauche ou une partie de la gauche un peu idéaliste et puis une droite qui est plus rationnelle en réalité, ou rigoureuse ou pragmatique. En réalité, il y a une dimension d'utopie aussi. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, l'un des éléments essentiel de notre démocratie tient à cette soif d'utopie qui existe dans la société française, l'idée d'aller ailleurs, et en même temps, au sein même de cette société, une vision de plus en plus pragmatique de la politique, où on veut faire de la politique un métier, où on considère que une femme ou un homme qui fait de la politique est quelqu'un qui doit exécuter une mission et que l'on peut remercier s'il n'effectue pas bien une mission. Ces deux aspirations-là, elles sont très présentes dans la société d'aujourd'hui. On veut un autre monde, on considère que la société dans laquelle on est n'est pas la bonne, et en même temps, on assigne à nos élus le devoir de réaliser en quelques semaines quasiment l'intégralité du programme pour lesquels on les a désignés. Donc j'ai l'impression qu'il y a une contradiction qui est quasiment inscrite dans nos gènes de notre société actuelle. Je pense que c'est plus tellement le cas des nouvelles générations, et notamment j'étais très frappé dans le mouvement Nuit debout. Il n'y avait pas d'utopie, il n'y avait pas d'utopie exprimée. Nuit debout, c'est du processus. Et d'ailleurs, quelle différence y voyez-vous? La plupart du temps, à Nuit debout, on parlait des processus par lesquels on devait parler. Et donc finalement, on considérait que, et en ça c'est très libéral et j'approuve tout à fait, c'est à l'individu d'avoir sa propre utopie. C'est à chacun d'avoir ses propres rêves, de mener sa propre vie. Et quand on demande aux politiques de construire une utopie pour nous, c'est un peu qu'on a abandonné sa quête personnelle et qu'on la laisse à d'autres et qu'on la laisse à la société. Et en fait, Nuit debout, c'était un peu comment est-ce qu'on organise la conversation entre nous
parce qu'il ne parlait que des règles finalement, pour que chacun puisse mener sa propre utopie. On a vu où est-ce que ça a abouti. Hein. Oui, pardonnez-moi d'être ironique, mais oui, quand même, si. À l'utopie, Popper opposait l'ingénierie sociale. Et l'ingénierie sociale, ça ne veut pas dire le statu quo et le constat et l'acceptation de la réalité. Ça veut au contraire dire que de manière rationnelle et progressive, on expérimente, on essaye, et surtout on apprend par l'expérience. Et ça, on pourrait le faire en France, et on ne le fait pas. Et donc je ne vois pas le programme de Valls, ce n'est pas un programme d'ingénierie sociale. Ce n'est pas un programme anti-utopique, c'est un programme juste de conservatisme, de statu quo, enfin de Valls ou d'autres d'ailleurs. Donc moi, et encore une fois, le revenu universel en est un bon exemple, parce que vous pouvez le faire par la voie de l'utopie, et à ce moment-là, Benoît Hamon peut réaliser ce qu'il dit par la force, ce sera catastrophique. Et vous pouvez aussi le réaliser par l'ingénierie sociale, en assemblant, évidemment, ça prend plus de temps, plus d'efforts, mais finalement, la politique, c'est pas quelque chose... Vous appelez à injecter une dose, j'allais dire, de réalisme dans une idée que nous avons qualifiée, enfin, que certains ont qualifiée d'utopique. Non, dans sa construction, en tous les cas, dans le processus de sa mise en œuvre. Voilà, mais précisément parce que c'est en étudiant de manière extrêmement, je dirais, académique et technocratique et grise, finalement, la réalité, qu'on peut l'améliorer. Et c'est pas en y projetant des fantasmes. Il y a le revenu universel, il y a d'autres sujets sur lesquels Benoît Hamon parle, oui, mais qui vous tient à cœur, je l'ai bien compris, vous avez totalement raison, c'est l'une des propositions qui a vraiment été au cœur de cette campagne. Et il y a, François Miquet-Marty, d'autres sujets, l'écologie, etc., pour lesquels Benoît Hamon parle de ce désir, j'allais dire d'avenir, non, que dit-il? Voilà, il dit un futur désirable. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à demander aux politiques qu'il faut toujours qu'il y ait une part de rêve dans leur programme, et en même temps, dès qu'ils injectent cette part de rêve, on dit, mais attendez, c'est pas sérieux, vous n'avez pas les pieds sur terre, vous ne pouvez pas être candidat avec cela. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de schizophrénie quelque part? Je crois que vous avez très raison, c'est très juste. Il y a cette schizophrénie. Cette schizophrénie, elle est dans la société, mais en même temps, cette schizophrénie, elle a déjà été résolue. Pardon, c'est un peu ancien, mais enfin, puisque les références de Gaspard nous y invitent. Lorsque Jaurès parlait d'évolution révolutionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va vers une révolution qui est un avenir lointain, et puis on résout ça par, au fond, un pragmatisme et une marche progressive vers l'idée de ce monde qui nous attire demain. Aujourd'hui, dans la société française actuelle, on a une très grande part d'utopie. Utopie, en termes étymologiques, c'est le lieu qui n'est nulle part. Donc c'est quelque chose de fantastique. Bien sûr, ça n'est pas réalisable demain matin. Si vous nous demandez de réaliser demain matin une utopie, c'est très difficile. Par définition, c'est impossible à réaliser. Mais ça dessine un chemin. Vous parliez très justement de l'environnement. La notion d'environnement est quelque chose qui progresse dans la société française. Et il y a l'idée selon laquelle on pourrait vivre, pas uniquement à gauche d'ailleurs, demain dans un monde beaucoup plus harmonieux, avec non seulement l'environnement au sens écologique du terme, mais aussi avec l'autre, avec son prochain de manière générale. Voilà. Ça, on peut qualifier cette idée-là d'utopie. On peut dire que c'est un horizon un peu lointain. Mais si on se dit, au fond, c'est une utopie et il est impossible de la réaliser parce que c'est trop lointain, donc on n'y arrivera pas, il y a une forme d'échec. De Gaulle était aussi, je parlais de Jaurès, mais De Gaulle, d'une certaine manière aussi, avait cette idée de la grandeur de la France. Et puis, pour accomplir cette grandeur de la France et son indépendance, ça fonctionne et ça avance par réformes progressives, parfois violentes, parfois dures, parfois plus modestes, mais c'est un long chemin. Et donc j'ai l'impression que De Gaulle serait un modèle d'utopie. Ce serait un peu décalé. Mais j'ai l'impression qu'on a eu, tout au moins dans la société et dans notre vie politique, on a eu des modèles qui cherchent à établir cette synthèse entre l'idéal et le réel, pour parler comme Jaurès. Gaspard Koenig, peut-être qu'on peut faire une comparaison avec ce qui s'est passé aux États-Unis durant la campagne. On peut parler du candidat Bernie Sanders. Tout comme Benoît Hamon, il a aussi osé aller sur un chemin qui était différent. Et lui-même le dit, je n'ai pas eu peur d'affronter le mur de la pensée unique. Donc en parlant d'utopie, d'espoir, de rêve, ils font un pas de côté, ces candidats. Oui, mais encore une fois, il y a une autre manière de le faire, parce que Bernie Sanders proposait un modèle de société dirigé d'en haut, extrêmement socialisé. Et moi, j'ai remarqué avec beaucoup d'intérêt que quand il a été éliminé face à Hillary Clinton, beaucoup de jeunes qui votaient pour Sanders ont reporté leur voix, devinez sur qui, sur Gary Johnson, qui était le candidat libertarien. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a finalement la vieille notion de l'idéal, de l'utopie, c'est-à-dire on va réorganiser une société en commun, on va faire des règles harmonieuses et vous allez voir, on va rentrer dans un nouveau monde, laisse place à une aspiration
à ce que, comme je le disais au début, chacun puisse réaliser sa propre utopie. Et ça, c'est fondamentalement l'aspiration libertarienne. C'est d'ailleurs ce que Robert Nozick, le grand penseur libertarien, appelait l'utopie des utopies. En fait, ce qu'il faut, c'est établir un cadre minimal dans lequel chacun puisse réaliser l'utopie, concevoir les règles, que chaque communauté puisse concevoir finalement les règles qui lui conviennent, et qu'ensuite les gens puissent se promener de l'une à l'autre, les essayer différents. Finalement, vous me dites que la vraie modernité, c'est cela, c'est que chacun s'approprie en fait cette utopie, et que finalement le travers de la démocratie, c'est soit qu'un candidat, alors, singulièrement la présidentielle, le propose. Que ça ne passe plus par le collectif. Et d'ailleurs, on voit bien que du coup, les utopies qu'ils proposent aujourd'hui sont extrêmement pauvres par rapport aux utopies du passé. C'est une espèce de copies extrêmement pâles, de négatifs de ce qu'ont été les vraies utopies. Elle semble ravir une petite flamme à gauche en tous les cas. Oui, mais je pense que c'est vraiment la queue de comète de ce qu'ont été les utopies, que c'est heureux, qu'elles ont créé, comme Popper l'avait vu, parce qu'il écrivait pendant la Seconde Guerre mondiale et anticipé, qu'elles ont créé beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices, et que ce modèle d'individualisation, si vous voulez, de l'utopie, correspond à un mouvement fondamentalement moderne et positif. Il y a une troisième voie qui s'est développée beaucoup ces dernières années, qui est la prise en charge par l'entreprise de l'idée d'utopie. C'est très évident dans la Silicon Valley. Elon Musk nous définit un monde, Google aussi, un monde où nous vivrons tous 1000 ans, où nous serons beaucoup plus heureux, où nous serons probablement en bonne santé, et peut-être où nous nous aimerons un peu plus qu'aujourd'hui. Donc ce monde-là est un monde fantastique. J'ai une part d'ironie dans tout ça. Il y a du chemin pour s'aimer encore plus. Il y a du chemin pour y arriver. Ce qui est très intéressant, c'est que cet idéal d'utopie, alors effectivement Thomas More en parlait, mais c'était au XVIe siècle, qui a été revivifié au XVIIIe siècle par les Lumières notamment, a été porté jusqu'ici par le politique. Et aujourd'hui, depuis le début du XXIe siècle, on a un transfert, alors en partie vers l'individu, c'est vrai, mais aussi beaucoup par des entreprises qui, qu'on l'accepte ou non, endossent pour elles-mêmes ce rôle moteur vers une utopie. Voilà. Donc on a deux chemins différents. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais enfin j'ai l'impression qu'en France aujourd'hui, particulièrement dans la campagne présidentielle qu'on est en train de vivre, réapparaissent, ressurgissent des formes ou des tentatives, encore embryonnaires peut-être, mais de réinvention d'un monde. Il y a aussi une spécificité française. Alors, on peut la balayer. Oui, je pense à d'autres candidats. Mais il y a cette idée qui est propre à la France que le politique est moteur du monde de demain. Peut-être beaucoup plus que dans la Silicon Valley, pour des histoires très... C'est vrai, François Miquet. Quand on revoit les slogans des différents candidats, François Mitterrand, je ne sais pas si vous l'avez en tête, voilà, alors François Hollande, réenchanter le rêve français, c'est incroyable. En quelques mots, on a une dose incroyable, alors d'espoir, on peut y mettre différents mots, mais d'utopie aussi, dans le sens d'un avenir meilleur, de lendemain qui chante. Puis il y a autre chose, qui est l'homme ou la femme qui porte ça. C'est-à-dire, si vous êtes une entreprise, vous êtes Google, vous imaginez que Google vous amène vers un autre monde. Bon, alors on peut avoir une forme d'admiration pour Google, mais ça nécessite quand même une part de volontarisme. C'est plus facile de s'identifier à un homme ou une femme. Qu'est-ce que c'est que le charisme ? On dit que nos hommes ou nos femmes politiques aujourd'hui manquent de charisme. Le charisme, c'est notamment la capacité d'une femme ou d'un homme politique à nous emmener vers un autre endroit. Vous trouvez quelqu'un de charismatique qui va pouvoir vous emmener vers un monde meilleur où votre vie sera meilleure. Vous êtes prêt, autrement dit, à le suivre. À suivre quelqu'un. Et ça, c'est assez indissociable de la politique. Dès lors que vous identifiez un homme ou une femme politique qui peut vous emmener ailleurs, alors je ne sais pas si Benoît Hamon a cette idée-là en tête, mais ceci dit, sur un autre registre, il y a aussi des utopies conservatrices. On peut considérer que Marine Le Pen elle-même veut nous emmener ailleurs, dans un autre monde, dans une autre vie, dans une autre société. Elle en est le leader et pour ses électeurs charismatiques. Sur ce sujet qui n'est pas évident, mais qui est vraiment au centre de cette campagne présidentielle, beaucoup de réactions. Et je vous livre celle-ci, Gaspard Koenig, celle de Citoyen Lambda, qui vous dit « Est-ce que ce n'est pas la verticalité de notre société française qui inhibe, qui empêche toutes ces utopies citoyennes ?» D'ailleurs, il a raison de les appeler ainsi, utopies citoyennes. Ah mais complètement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que comme on reporte tout sur le collectif et qu'on veut que ça soit décidé de manière uniforme pour 60 millions d'habitants, on étouffe le rêve et la créativité individuelle. Et pour aller plus loin, pour répondre à la question précédente, je dirais que plus on en parle, et plus ces phrases se retrouvent dans les slogans de campagne des uns et des autres, plus on admet qu'en fait, la réalité de l'utopie est quelque chose de terminé, quelque chose du monde d'hier. Je me rappelle quand j'écrivais les discours politiques il y a une dizaine d'années, on finissait tous les discours par
le rêve, alors la révolution, c'est n'importe quelle petite réforme. Donc il y a 10 ans, vous y croyez alors quand vous l'écriviez pour quelqu'un d'autre. Mais non, mais ça fait partie des éléments de langage maintenant complètement rabâchés, répétitifs, convenus. C'est la révolution. N'importe qui fait une minuscule réforme du régime de retraite. C'est le coup de patte à Emmanuel Macron. C'est la révolution des retraites. Mais c'est étonnant qu'on utilise ce mot finalement. Mais comment vous définissez la révolution? Il faut prendre la société et la mettre et la renverser totalement, que le bas devienne le haut? Je remarque par exemple que la Révolution française a fait partie d'un processus d'ingénierie sociale progressif. Quand vous lisez, bon, on ne va pas tous les citer, mais quand vous prenez par exemple les grandes lois Le Chapelier sur le travail, qui sont nées de la Révolution française, en fait c'est des lois qui avaient déjà été préparées par Turgot. Donc c'est pas vrai que les choses arrivent à un moment donné où on renverse la table. Les choses se préparent très longtemps à l'avance. Si on prend le revenu universel, ça fait 40 ans que ça se prépare. Donc à un moment donné, il y a des coups d'éclat qui permettent d'accélérer un peu les phénomènes historiques. Mais je crois beaucoup à ce temps long de l'ingénierie sociale qui finalement guide. Mais qui ne correspond pas au temps court parfois de la politique et de la campagne politique. Je vous ai lu tout à l'heure des réactions, elles sont nombreuses et positives, mais je lis également dans cette émission les réactions négatives parce qu'elles font progresser le débat, François Mickey-Marty. Et c'est, alors Sertoria, sûrement un pseudo qui vous dit pur verbiage de bobo, et complètement déconnecté des réalités, ce sujet sur le rêve et l'utopie. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que vraiment, dans la campagne présidentielle, on voit que Benoît Hamon, c'est peut-être qu'une primaire de la gauche, mais il a axé sa campagne là-dessus. Il l'a redit ce soir aux 20h de TF1, il a dit « Moi, je veux proposer quelque chose pour nos enfants. » pour le lendemain. Je vais vous dire quelque chose. Dans mon métier, je passe ma vie à rencontrer des gens, à les écouter. Voilà. Ensuite, j'écris des livres sur les tendances et les mutations de société. La quasi-totalité des gens que je rencontre me disent que la société dans laquelle on est aujourd'hui ne leur convient pas. Alors ensuite, chacun a ses valeurs, son idéal, sa vision, et c'est extrêmement légitime. Mais c'est le ferment d'un monde, d'un autre monde. Je pense qu'il ne faut pas réduire l'idée d'utopie à Benoît Hamon. Même si on peut le faire, mais ce serait une erreur. L'idée d'utopie signifie la possibilité d'un autre monde. Ce qui est très paradoxal d'une certaine manière. Gaspard le disait d'une certaine manière. Chacun de nous aspire à vivre demain différemment, autrement, peut-être un peu mieux. Ça peut être aussi un projet de société. Il est même légitime que ça le soit. Et c'est peut-être l'essence du politique que de se dire on va essayer d'améliorer les choses et voilà le chemin pour le faire. Vous parliez de la primaire tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la primaire citoyenne, la précédente de 2011, où on avait au deuxième tour François Hollande et Martine Aubry. Il y avait une avalanche de chiffres. Tout le monde dit c'est extrêmement ennuyeux, c'est pas intéressant. Ils ne nous parlent pas véritablement de politique. On a, à gauche notamment, on a 80% des sympathisants de gauche aujourd'hui qui disent on est dans un monde, dans une société qui manque de rêve et d'utopie. Mais je crois que c'est vrai à droite aussi. Ce serait une erreur de réduire la droite à l'acceptation du présent. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce serait, je pense, assez... Donc il y a cette idée fondamentale que... On ne peut pas réduire la droite, mais si on voit le programme du candidat de droite et du centre, c'est vraiment l'acceptation du présent. Il n'y a pas un souffle pour l'avenir, sauf peut-être pour imaginer une France une autre image de la France, ce que propose François Fillon. À ceci près qu'il propose une rupture, un changement assez fort. Oui, il faut, apparemment, la popularité du programme de Benoît Hamon, dont vous avez compris ce que je pense. Oui, on a compris, c'est clair. Mais il faut peut-être différencier l'utopie et simplement le fait de se positionner sur des sujets d'avenir légitimes. C'est-à-dire qu'à droite, c'est NKM qui avait ce rôle. À gauche, c'est Benoît Hamon, c'est-à-dire c'est des gens qui anticipent la société dont vous parliez, des robots, la société de demain, la société du transhumanisme, la société de la fin du salariat. Et ça, ce sont en fait des vrais sujets. Une parenthèse, ils les anticipent en discutant avec vous et d'autres qui sont responsables de think tank. C'est aussi cela votre rôle. Oui, de turbuler un petit peu, si je puis dire, le système pour injecter de nouvelles idées. Nous, ce qu'on fait, parce que Tocqueville disait déjà, le problème de la France, c'est qu'il y a d'un côté des intellectuels qui font des utopies justement en vase clos, de manière complètement abstraite, et finalement, ça fait de très riches débats, mais ça n'influe absolument pas les politiques publiques. Et de l'autre côté, vous avez les hommes politiques, on est dans le guidon, et qui se reposent sur l'administration, et qui du coup font toujours la même chose. Et on en est un peu toujours là. Et donc, la vertu des think tanks, mais c'est le cas dans les pays anglo-saxons depuis 50 ans, et ils apparaissent en France depuis 20 ans, la vertu des think tanks, c'est justement de prendre des idées qui sont plus innovantes, je ne dirais pas utopiques, mais qui sont plus innovantes, et ensuite... et qui donc sont plus brutales, paraissent plus folles, comme le revenu universel, et ensuite, précisément, de les décliner de la manière aussi technique que possible, de manière à être le relais entre la pensée intellectuelle un peu fumeuse, et puis voilà. Et d'ailleurs, il y a un intellectuel que j'adore, qui est Alexandre Kojève, parce qu'Alexandre Kojève, il a fait
10 ans d'études sur Hegel, présentation sur Hegel, introduit Hegel en France, des trucs extrêmement abstraits, etc. Et après, il en a conclu que finalement, voilà, il avait terminé la philosophie, que c'était ça d'ailleurs la fin de l'histoire, et que désormais, il allait travailler au Trésor. Et il est parti travailler au Trésor avec les technos. Il a fait partie de ceux qui ont construit l'Europe, le GATT, etc. Parce qu'il a dit finalement, maintenant, l'avenir de la philosophie, maintenant qu'on a atteint la fin de l'histoire hegelienne, c'est de faire des réformes incrémentales, techniques, etc. Et il a vraiment mis la main à la pâte. Il a vraiment été au cœur des négociations commerciales les plus arides. Je trouve que c'est un parcours assez extraordinaire. Et d'ailleurs, il dit de Platon, que quand Platon était à Syracuse, par exemple, où il a dit je vais donner au tyran Denis toutes mes grandes idées, on va faire des choses formidables. Évidemment, ça s'est très très mal passé. Il a fini une fois en prison, une autre fois... on en a des références ce soir. Il s'est fait piller par les pirates. Et Kojève dit de Platon, oui, mais ça ne se serait pas passé s'il avait été travaillé dans l'administration de Syracuse, pour mettre un peu la main à pâte et voir comment ça se passe. Et je pense que ça manque beaucoup aux intellectuels français d'aller un peu se frotter, même si c'est astreignant, à la réalité des chiffres, des rapports de la Cour des comptes, etc. Et que c'est une belle possibilité de mixer des idées innovantes et la boule de la réalité. Ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, alors on pourrait en parler toute la nuit, mais j'imagine que nous n'avons pas le temps. Ce qui se développe aujourd'hui, ce sont des utopies de proximité, pas des utopies toujours individualistes, pas des utopies liées à Google ou autres, mais l'idée de pouvoir faire prévaloir dans sa sphère de proximité, avec ses proches, sa famille, ses amis, ses voisins, ses collègues, les valeurs auxquelles on tient. C'est une utopie à taille humaine, accessible, qui paraît peut-être un peu loin des idéaux du XVIIIe siècle, mais effectivement réalisable. Donc c'est ça aussi le travail et la mutation de la société, effectivement, et je vous rejoins, de laquelle la politique est assez loin. Oui. Et ça, c'est à l'œuvre aujourd'hui, on le constate très clairement, l'idée au fond qu'il est possible de changer sa vie, peut-être pas dans la France entière, en Europe ou à l'échelle de la planète, mais là où on vit, avec ses proches et ceux qu'on aime. Merci en tous les cas pour cet échange que j'espère les téléspectateurs ont trouvé passionnant. On va passer dans quelques instants au grand entretien. Mon invité, c'est Frédéric Mitterrand, qui a eu plusieurs vies, ministre de la Culture, homme de cinéma, de télévision, et il écrit un nouvel ouvrage dont on va parler. Mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Michel Sapin vole au secours d'Emmanuel Macron, épinglé dans un livre pour ses frais de représentation qui auraient atteint pour lui seul 80% de l'enveloppe annuelle lorsqu'il était à Bercy. Le candidat à la présidentielle peut compter sur le soutien de son ancien ministre de tutelle. Ce dernier évoque des mesquineries budgétaires. Moi, je suis ministre à Bercy. Je sais ce dont chacun des ministres aujourd'hui peut disposer. Et évidemment, Macron n'a pas dépensé plus que ce à quoi il avait droit, très naturellement, dans un ministère comme le nôtre. Au Sénat. Les travaux définitifs de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin vont pouvoir commencer après un ultime vote du Sénat. Le Parlement donne donc son feu vert à la ratification de l'accord entre la France et l'Italie. Le tunnel transfrontalier renforcera la compétitivité de nos entreprises et bénéficiera à nos relations économiques avec l'Italie, qui est notre deuxième partenaire commercial, mais aussi à nos relations économiques avec le reste de l'Europe. Environnement. Toujours au Sénat, Ségolène Royal est revenue sur les bienfaits de la fermeture annoncée de la centrale nucléaire de Fessenheim en 2018. Fermeture qui débloquera, selon elle, les stratégies d'investissement franco-allemand. Ça fait longtemps qu'on avait promis aux Allemands de fermer Fessenheim. Donc le processus est en cours. Et dès hier, j'ai interpellé le ministre de l'Industrie allemand avec lequel nous avions commencé à poser les bases de la construction d'une usine de voitures électriques et en particulier de positionner le territoire pour l'usine européenne du groupe Tesla qui doit venir sur ce secteur. International. Philippe Douste-Blazy ne dirigera pas l'Organisation mondiale de la santé. L'ONU a écarté sa candidature au profit de 3 autres personnalités pour le poste de directeur général. Une élimination qui serait perçue comme un véritable camouflet par les autorités françaises qui avaient apporté leur soutien à l'ancien ministre et médecin toulousain. Au Sénat. Le Sénat a rejeté ce soir le projet de loi visant à ratifier 3 ordonnances destinées à clarifier le fonctionnement de la future collectivité unique de Corse. Il doit maintenant être examiné par l'Assemblée. Un texte jugé avantageux pour les citoyens corses, selon ses défenseurs. L'avantage, c'est qu'au lieu d'avoir 3 administrations, il n'y en a plus qu'une en face de lui.
Et c'est un territoire qui n'a que 330 000 habitants. Et avoir trois administrations, 3 collectivités pour 330 000 habitants, c'est un cas tout à fait unique. C'est une simplification politique, une simplification administrative et une simplification financière pour le citoyen. Et c'est l'heure de la revue de presse. À présent, on va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens. D'abord, Libération, autour de ce qu'on a appelé le Penelope Gate, l'assisté parlementaire, le scandale grossit, dit le quotidien, autour des emplois présumés fictifs de l'épouse du candidat LR à la présidentielle. Le Figaro, autre sujet, Trump au pas de charge. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il y a une semaine, le nouveau président a signé une douzaine de décrets qui ont déjà bousculé et changé la donne. Les Échos, Brexit, Trump qui défie les Européens en recevant demain Theresa May qui sera reçue à Washington pour renforcer la relation déjà spéciale entre ces deux pays. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir a déjà eu plusieurs vies, homme de cinéma, de télévision, ministre de la Culture. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres. Bonsoir et bienvenue Frédéric Mitterrand. Votre dernier livre dont on va parler s'intitule « Mes regrets sont des remords » chez Robert Laffont. Avant d'entrer dans les détails de vos regrets, ce soir c'est l'actualité. François Fillon, dont vous avez été ministre, est dans l'œil du cyclone. Il a tenté de reprendre la main aux 20h de TF1. Il a livré sa contre-offensive, un argumentaire. Il a exprimé aussi son dégoût sur cette affaire qu'il qualifie d'abjecte. Qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement? Écoutez, d'abord, j'ai trouvé très convaincant. En fait, il a rappelé qu'il ne s'est rien passé d'illégal. Il a été très convaincant aussi dans la mesure où il a défendu sa femme. Alors ça, c'était sur un registre peut-être plus personnel, après le registre juridique, proprement dit. Et les gens qui connaissent Penelope Fillon savent que c'est une femme qui a une forte personnalité et qu'elle est certainement pour François Fillon, à la fois son épouse, mais aussi sa meilleure conseillère ou sa conseillère la plus proche. Donc finalement, lui faire le reproche d'avoir été une assistante parlementaire qui n'était peut-être pas omniprésente au Parlement, me semble très très injuste, dans la mesure où je pense qu'elle était omniprésente auprès de lui sur beaucoup de dossiers politiques. Vous savez, j'ai fait un portrait d'elle dans un autre livre. Vous la connaissez? Oui, bien. je la connais un peu, oui. Je la connais un peu, et puis surtout, j'ai eu l'occasion de l'apprécier dans des situations qui étaient quelquefois compliquées, politiques. Et en fait, elle est très anglaise, c'est-à-dire elle est dans la retenue, dans la réserve, dans la discrétion. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas forte et avec une opinion précise sur beaucoup de choses. Alors donc moi je les défends, et lui sur le plan politique et elle sur le plan humain. Il y a l'aspect politique, on verra quel sera le coût de cette affaire qui ressemble quand même à le coût est important parce que voilà, ça va suinter en plus, parce que ça va prendre du temps. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas. Oui, ça va prendre du temps d'ailleurs, et je réagis à ce que vous dites, avec finalement des soutiens assez faibles, Frédéric Mitterrand, et parfois hésitants de son camp, hein, les Républicains, derrière François Fillon. On a l'impression que tout le monde est un peu groggy, sonné. Ben oui, tout le monde est un peu groggy et sonné parce que François Fillon était quand même le candidat légitime de la droite. Là, il est atteint par quelque chose de violent. Il faudrait se demander à qui profite le plus cet accident de parcours important. Je n'ai pas d'idée, moi je ne suis pas un Sherlock Holmes, mais simplement il faut bien voir quels sont les gens qui le menacent le plus. Vous avez été au cœur du réacteur à un moment. Je ne crois pas beaucoup à l'hypothèse de la vengeance. Je crois plus à l'hypothèse du désir de se débarrasser de quelqu'un qui s'est mis sur le chemin d'autres personnes qui pensaient que le pouvoir était à leur portée. Donc c'est dans son propre camp? Non, c'est plutôt un petit peu plus à droite. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question. Voilà. Pour avoir... mais j'en sais rien. Mais j'ai bien compris. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est évident que c'est pas... Penelope Fillon était assistante parlementaire depuis 1997, je crois, et tout d'un coup, 3 mois avant, ça sort.
Frédéric Mitterrand, vous avez, c'est vrai qu'il y a un timing évidemment qui nous interpelle tous, et c'est potentiellement une déflagration dans l'histoire de la Ve République si proche de la présidentielle. Il y a un aspect, on ne peut pas l'écarter, éthique, moral, quelle que soit la réalité de son apport, de son emploi. Pénélope Fillon, de telles sommes, évidemment, elles peuvent paraître pour certaines personnes tellement énormes par rapport à la. Mais ça, c'est vrai que le monde politique vit déconnecté de la réalité. Et les glissement progressif du plaisir, en quelque sorte. On perd un peu la notion des choses. Mais en cet instant, et faire porter sur l'affaire, en quelque sorte, Pénélope Fillon, le discrédit général qui risque de toucher la candidature du leader de droite, ça me semble tout à fait excessif. En plus, moi, je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas sur les mêmes positions que lui politiquement maintenant. Donc, je pense simplement d'avoir vu les choses à l'intérieur, d'avoir vu des choses bien pires qui se passaient, d'avoir vu cette... Il reste l'homme honnête, sérieux, que vous avez... Pour moi, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et d'ailleurs, le simple fait qu'il ait dit que s'il était mis en examen, il s'arrêterait, il a tiré les conclusions des propos qu'il avait pu tenir auparavant. Même si on se doute que c'est un argument politique également pour mobiliser son camp. Ben oui, mais il faudrait bien que son camp se mobilise un peu plus. Comme vous dites que c'est assez tiède, je pense que c'est bien... Enfin, tous avec lui dans une circonstance comme celle-là. Autrement, vous imaginez le bénéfice que va en retirer Madame Le Pen? Oui, mais ça, on ne peut pas agiter cela, si on peut dire. S'il y a quelque chose, la faute incombe à celui ou celle qui l'a commis. Enfin, quand on est dans un camp, qui a un combat, tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, on reste fidèle à celui qui incarne le combat. Voilà. Un mot aussi, Frédéric Mitterrand, avant de parler de votre livre sur ce qui se passe à gauche. Dimanche, nous connaîtrons le vainqueur de la primaire de la Belle Alliance populaire. D'après les sondages, quel que soit le vainqueur, il sera en 4e ou 5e position pour le scrutin présidentiel. Dans ce contexte, à quoi va ressembler le Parti socialiste? On se souvient évidemment du Parti socialiste au sortir d'Épinay. Un mouchoir de poche où s'agiteront un certain nombre de gens, puisque de toute façon, il y en a une bonne partie qui vont rallier M. Macron. Alors, il y aura M. Mélenchon qui a beaucoup de talent et une utopie, on parlait d'utopie tout à l'heure, qu'il porte avec beaucoup de romantisme et de charme, en fait. Puis on aura M. Hamon qui porte la même utopie avec beaucoup moins de charme, qui sont en train de se disputer 15%. Je pense que M. Mélenchon peut-être en emportera un peu plus. Et puis on aura un candidat du centre qui va rallier la social-démocratie et qui, à un certain moment, et compte tenu des circonstances telles qu'on les analyse ce soir, est en fait... la plus grande chance que l'on puisse avoir pour essayer de s'en sortir. Est-ce que vous comprenez ce phénomène de migration, on va l'appeler ainsi, politique, vers Emmanuel Macron, tellement nouveau dans le... C'est une vieille tradition française. Hein. Alors il y a eu au 19e siècle... La trahison ? Non, la trahison, oui, ça. Alors ça, la trahison est une... quitter quand même... dans les mœurs. Il y aura dimanche le candidat du Parti socialiste. Le quitter, c'est une forme de trahison, ne pas Ils ont tous trahi, ils trahissent tous, tout le temps. Alors quelle est cette habitude? Non, mais je veux dire, le général Boulanger au 19e siècle, Servan Schreiber dans les années 60, il y a des phénomènes en France comme ça de coagulation soudaine. Ce qu'il faut, c'est que la personne qui porte cet espoir, en quelque sorte, c'est toujours dans des périodes de désespoir. Hein. Il faut que la personne qui porte cet espoir soit à la hauteur. Alors dans le passé, ça n'a pas toujours bien marché. Là, on a l'impression d'avoir quelqu'un quand même qui résonne très fortement, avec toujours le coup d'après, qui ne s'est pas enferré dans un programme, qui attend le dernier moment pour l'annoncer. Peut-être d'ailleurs qu'il n'aura pas de programme. Peut-être que la situation... Ce serait quand même inédit dans une campagne présidentielle. Peut-être que la situation... Vous savez, les autres, ils ont des programmes, mais ils sont tellement utopiques. Je veux dire,
Le programme de M. Hamon, c'est pas un programme. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron peut se permettre de ne pas avoir un programme avec... Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un petit programme modeste plutôt qu'un programme fou? Ça, je sais pas. Imaginons alors qu'il ait un programme modeste. Imaginons que la bulle Macron n'explose pas. Imaginons au contraire que la vague grossisse et emporte beaucoup de monde, des personnalités d'ailleurs de tout milieu, des journalistes, etc. Est-ce qu'elle pourrait aussi vous emporter? M'emporter moi? Oui. M'emporter, c'est-à-dire me faire voter pour M. Macron? Oui. Bah, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Mais aujourd'hui, oui, mais je mets à part complètement le début de la conversation qu'on a eue à propos de François Fillon. Hein. En tant que citoyen, en tant qu'ancien ministre, en tant qu'homme qu'il a vu travailler, il a tout mon respect et toute ma confiance. Ensuite, en ce qui concerne les choix politiques, je ne le suis plus dans la démarche qui est la sienne aujourd'hui. Je ne suis plus d'accord sur un certain nombre de choses. Donc voilà. Mais ce n'est pas parce que je suis déçu par Fillon que je vais vers Macron. C'est parce que je ne suis pas d'accord avec Fillon que je cherche un candidat plutôt de gauche. Bon. Et quand je dis plutôt de gauche, c'est-à-dire que je ne peux pas aller vers ceux qui entraînent le Parti socialiste vers encore une cure d'opposition d'une vingtaine d'années. Venons-en à votre livre. D'abord, une réflexion... Pour parler de ça. Sur le titre « Mes regrets sont des remords ». Alors, je vous le disais tout à l'heure avant de recevoir, j'ai terminé il y a 1 heure, j'en ai terminé la lecture. Oui, c'est pas merci de me délivrer ce bon point. Oui, ce n'est pas un examen. C'est plus facile d'en parler quand même de lire un livre. Oui, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas un examen de pénitence ni de repentir. Au contraire, j'ai trouvé que le remords pousse presque à une action dynamique, positive. Et voilà, je suis très content de vous entendre dire parce que c'est ça en fait. Le remords, c'est pas un sentiment négatif. Le remords, c'est un sentiment où on dit j'éprouve du chagrin d'avoir fait ça parce qu'en vérité, c'est pas moi. Je suis pas comme ça. Et donc c'est un sentiment qui permet de progresser et qui permet aussi de dire à ceux qui le liront ou à ceux qui sont concernés ou à ceux qui éprouvent ce genre d'expérience dans leur vie, eh bien vous n'êtes pas seul et vous ne vous découragez pas, vous pouvez progresser. En fait, c'est un livre optimiste, mais le titre est assez triste. Mes regrets sont des remords et l'impression qu'on pourrait avoir, c'est que c'est quelque chose qui vous entraîne comme ça vers la pénitence, vers le masochisme, mais pas du tout. C'est au contraire, je crois, un exercice d'espoir. Pour avoir aussi lu vos précédents livres, j'ai l'impression que celui-ci, vous ne pouviez pas l'écrire avant, à l'âge de... Voilà, je ne pouvais pas l'écrire à 40 ans. On est d'accord. Oui, c'est un livre qui arrive maintenant. Après avoir toute une vie, oui. Toute une vie, oui, c'est un livre. Mais alors, l'avantage aussi, c'est que finalement, je m'aperçois qu'il y a moins de regrets et moins de remords dans les années qui précèdent. Et d'ailleurs, pour mon passage en politique, par exemple, de 3 années, quand même, c'est pas totalement éphémère. On ne parlait pas beaucoup. Oui, il y a 4 pages. Oui, voilà. Parce qu'en fait, j'ai pas tellement de regrets et j'ai pas tellement de remords surtout. Non, parce que ce qui est important, c'est quand les regrets deviennent des remords. Parce qu'on peut regretter qu'il fasse froid en hiver, on peut regretter qu'il n'y ait pas de neige au sport d'hiver, on peut regretter que la personne qui vous a parlé dans la rue était désagréable, on peut regretter qu'on ne prenne pas suffisamment de vacances, mais ça ne crée pas des remords. Les regrets qui m'importent, ce sont les instants où on n'a pas fait ce qu'on devait faire vis-à-vis de quelqu'un, ou lorsqu'on a eu une pulsion de violence, ou d'égoïsme, ou de méchanceté même. Quelquefois même à l'égard d'objets ou de choses qui nous concernent vraiment d'une manière très très intime et qui ne concernent personne. Et en fait, ça concerne tout le monde puisque c'est une étude sur la violence. En tous les cas, il y a un mot en filigrane, c'est le mot vérité. Il est assez rare en politique. Vous y arrivez parce que vous vous soumettez à cet exercice vraiment sans faux semblant. Vous ne cherchez pas à faire attention à votre image. Ça fait longtemps que mon image est devenue un petit peu sulfureuse pour certains, un petit peu... Elle n'est pas... Je ne fais pas attention à ça. Je pense que le plus important, c'est... Quand on décide d'écrire, c'est d'écrire avec la plus grande honnêteté possible et par ailleurs, d'essayer d'écrire le mieux possible. C'est-à-dire pour faire passer... Alors là, il y a une reconstruction en quelque sorte. Il y a la vérité, puis il y a la manière de la transmettre. Et donc de trouver les mots, les formules, même la grammaire qui permettent
de toucher les lecteurs. On sent que vous aimez écrire. J'adore ça. Oui, j'adore ça. Mais j'ai toujours écrit, en fait. C'est-à-dire quand je faisais toutes ces émissions sur les stars de cinéma ou sur les royautés ou sur l'histoire, hein, en fait, c'était des émissions que j'écrivais complètement. Et je les écrivais, je les disais même. Donc c'est la même chose. Ah oui, avec une intonation dans la voix qui reste dans notre mémoire collective. Reproché, mais non, au contraire, votre bonsoir a marqué des générations. Oui, avec la petite voix comme ça. Ouais. Ce livre, c'est des choses vécues. Alors, je me souviens, je crois que c'était dans la récréation, vous rendiez hommage à l'auteur et au livre, Choses vues, oui, Victor Hugo. Victor Hugo, oui. Oui, parce qu'à la récréation, c'était en fait très inspiré dans la méthode de Choses vues, puisque Victor Hugo a été, entre autres, un fantastique journaliste. Et donc il a décrit la chute de Louis-Philippe, la Seconde République, l'arrivée de Louis-Napoléon et du Second Empire, au jour le jour, avec une pertinence absolument incroyable, un sens de la formule formidable. Ça m'a toujours beaucoup impressionné. Ça a donné un gros pavé, c'était vraiment au jour le jour. Vous aviez des jours où c'était quelques lignes, et puis des jours où c'était plusieurs pages. Mais j'ai essayé de... Vous savez, on essaye de respecter les enseignements qui vous ont été donnés, hein, quand ils sont profitables. Et Victor Hugo, c'est le cas, dans Choses vues. Alors là, c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est Choses vues de Frédéric Mitterrand. Oui. Mais oui, alors là, il y a Georges Perec, bien évidemment. Mais là, c'est plus explicite. Bien évidemment, puisque Georges Perec égrène ses souvenirs, comme ça, d'une manière très, très précise. Sauf que chaque fois, c'est généralement 2 ou 3 phrases. Tandis que moi, c'est plus long, ce sont chaque fois des chapitres, en quelque sorte. Vous entendez déjà ceux qui, derrière leur poste, là, ce soir, qui nous regardent depuis chez eux, ils vont dire « Oh là là, encore un exercice ». Encore lui, oui. Non, pas encore lui. C'est la première fois, je crois, que je vous reçois. Des trucs, là. Oui, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Mais ils vont se dire « Encore un livre sur des choses personnelles dans sa vie ». Mais honnêtement, c'est fait avec beaucoup de pudeur. C'est souvent un chemin de crête pour ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. Et c'est le cas, c'est ce qu'on retrouve dans ce livre. C'est très gentil ce que vous dites. Mais c'est sincère. Mais je rajoute aussi le fait que, au fond, tous les livres sont autobiographiques. Et tous les romans, là, je viens de lire Boussole, le livre qui a obtenu le prix Goncourt l'année dernière. C'est un livre absolument magnifique. C'est un livre totalement romanesque qui raconte plein d'histoires. Mais en fait, toutes ces histoires, c'est l'histoire de l'homme qui a écrit. Donc, faire le reproche qui ensuite va jusqu'au reproche qu'on fait à ce qu'on appelle l'autofiction, etc., c'est faux, tout ça. En vérité, on ne parle que de soi. Mais là, on n'est plus dans le même registre, Frédéric Mitterrand, que la mauvaise vie qui avait suscité, on ne va pas le rappeler, une énorme polémique. Là, c'est autre chose. On sent que... Je ne sais pas si vous avez fait attention. En tous les cas, c'est un chemin... Non, je n'ai pas fait attention parce qu'il y a quand même un certain nombre de détails ou de récits ou de regrets ou de remords qui portent sur des thèmes qui ne sont pas quand même pour la littérature enfantine. Mais que vous assumez quand vous parlez. Oui, j'assume, parce que je ne vais pas faire un livre. Je vais pas faire un livre où on essaye de dire la vérité en prenant des chemins de traverse. Ce qui est important, c'est d'essayer de bien le dire. Ce qui est important, c'est d'essayer... Si vous dites bien les choses, je ne sais pas si j'y arrive, ça c'est un autre problème, mais ça c'est mon but en tout cas, c'est d'essayer de bien dire. Si vous dites bien les choses, à ce moment-là, ça devient la littérature, ça devient un objet. Bien sûr, bien nommer les choses. Voilà, oui. On connaît l'inverse. Oui. On a des remords pour des choses que l'on a faites vis-à-vis d'autrui, de personnes qu'on a rencontrées tout au long de sa vie. Et puis, vous avez des remords, vous, pour des choses que vous n'avez pas faites, pour des personnes. Mais bien sûr. C'est quoi? C'est des services que vous n'avez pas rendus, à un moment où vous n'avez pas tendu la main? Très souvent, ça arrive, ça. Et en plus, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte tout de suite, mais qu'on revit ensuite. C'est-à-dire, on vit une situation semblable 10 ans plus tard, avec d'autres gens, dans des circonstances différentes. Mais en fait, c'est la même chose. Et à ce moment-là, on se souvient de la chose différente. Moi, je vis avec des bagages. C'est un drame, ou c'est un avantage, ou en tout cas, c'est quelque chose qui me permet de construire quelque chose. Chaque fois que je suis dans une situation où je dois prendre une décision, je pense à toutes les autres décisions que j'aurais dû prendre dans des circonstances qui me rappellent celle-là. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense qu'on vit tous. C'est pour ça que c'est un livre qui peut concerner vraiment beaucoup de monde, même si je crois. On y parle de tous les pans de votre vie, votre enfance plutôt bourgeoise, votre nomination rue de Valois, quelques pages en passant par la télévision, sans oublier les hauts et les bas sentimentaux. Les animaux.
Et les animaux, oui, au centre du livre. Oui, vous ne connaissez pas cet intérêt? Une grande sympathie pour les animaux. J'ai toujours pensé que l'homme n'était pas au centre de l'univers. Il est un des centres, mais il y en a d'autres. Et que les animaux méritent toute notre attention et notre... Et moi, je fais vraiment de la... Enfin, je les vis comme des êtres vivants avec qui j'ai des échanges. Et pour moi, c'est important. Et donc, à partir du moment où je pense que j'ai eu des comportements qui n'étaient pas ceux que j'aurais dû avoir vis-à-vis des animaux que j'ai aimés, j'en parle aussi. Mais je parle aussi d'objets, je parle même d'une poupée. Oui, je sais. Pas d'ambiguïté, il vaut mieux lire pour savoir ce dont on parle. Une fois que vous avez écrit « Mes regrets sont des remords », le prochain livre, c'est quoi? Ce n'est plus vous. Mais c'est-à-dire que je me suis aperçu après l'avoir terminé que j'aurais pu rajouter un volume. Je suis sûr que vous y pensez déjà. Oui. Vous avez déjà... Non, déjà en train d'écrire, oui. Alors là, je suis en train de finir je viens de finir un film pour la chaîne parlementaire, vos collègues, qui ont été très gentils, qui m'ont très bien accueilli à plusieurs reprises, sur l'enfance de François Mitterrand. Et alors ça va faire un album aussi. C'est pas vraiment un livre, mais c'est un album très personnel quand même. Et puis, évidemment, j'ai un livre que je veux faire sur... alors, on va dire c'est encore moi, mais en fait, c'est pas vraiment moi. Et c'est encore moi aussi. Sur ma famille, c'est-à-dire sur le choc que ça a été pour ma famille, qu'a été pour ma famille maternelle, l'arrivée de la famille Mitterrand. C'est-à-dire les deux familles. Mais encore moi, mais aussi toutes les familles. Et puis, pardonnez-moi, l'histoire aussi. Et toutes les familles. L'histoire française aussi. Et toutes les familles aussi. Toutes les familles ont connu ça. Et tant de gens ont connu ce que j'ai connu. Voilà pourquoi ce livre touchera probablement beaucoup de gens. Merci Frédéric Mitterrand. Comme vous, oui. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, ce sont les moments choisis à présent sur Public Sénat. Le projet de Benoît Hamon avait certes des choses intéressantes et attrayantes, mais que la capacité de faisabilité ou la capacité qu'on a à changer les choses pour les faire avancer, ça dépend aussi de la capacité qu'on a à maîtriser l'ensemble des paramètres du réel. C'est cette belle formule de Jaurès, hein. Il faut à la fois un idéal, mais il faut aussi comprendre le réel. Au total, dans la région, 4 millions de personnes sont à déplacer d'urgence. Ricardo pêche le crabe depuis plus de 30 ans. Lors du typhon, il a perdu tout son matériel de pêche. Très peu de temps après, avec un nouveau bateau offert par une ONG australienne, il a repris la mer. À 68 ans, c'est son seul moyen de subsistance. Je suis extrêmement troublé de voir cette multitude de témoignages qui disent que finalement personne n'a jamais vu Madame Fillon au travail. 8 ans de travail, ce sont des sommes importantes. D'ailleurs, j'ai cru faire un petit parallèle. Le château de Monsieur Fillon a coûté dans les 400 000 euros. On parle d'une somme de 500 000 euros. Ce serait quand même très difficile pour celui qui veut être chef de l'État qu'on se rende compte que les deniers publics ont payé son château. À la Haute Assemblée, un proche peut être attaché parlementaire, c'est autorisé. Seule la rémunération est encadrée, elle ne doit pas dépasser 2 500 € bruts. Alors faut-il aller vers une interdiction? Chacun s'appuie sur son histoire personnelle pour justifier sa position. Ce sénateur socialiste de l'Hérault, lui, assume totalement d'embaucher sa compagne. J'emploie mon épouse, alors certes à des tarifs bien moindres puisqu'elle est à mi-temps à 800 € par mois, mais elle fait un véritable travail. C'est elle qui me gère les transports, c'est elle qui me gère mon secrétariat. On peut travailler plus en confiance avec quelqu'un qui est très proche. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais voilà, on peut le respecter dès lors que, évidemment, on est dans les règles générales de rémunération et de réalité du travail. Ça, je peux vous dire que c'est rare d'avoir une boulangerie dans cette... Ah oui, là. C'est le Fourny, là, l'ancienne, quoi. Il y a un sens quand même de la mise en scène qui est... C'est la première fournée, là, que vous faites? C'est la première fournée ce matin. Quel beau geste. Vous avez un très beau geste. Je rappelle que les petites particules, c'est 1/10 de l'épaisseur d'un cheveu
Et donc ça pénètre en effet dans le cerveau, dans le sang, dans le fœtus des femmes enceintes. Et donc c'est un très grave problème de santé publique. Nous devons absolument agir. C'est pour ça que la circulation différenciée, non plus alternée mais différenciée, que j'ai créé les certificats qualité de l'air pour que vraiment seuls les véhicules propres puissent circuler. Et puis c'est la révolution et du transport propre et du chauffage propre et de l'agriculture propre qu'il faut maintenant accélérer. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Demain, notez-le, votre premier rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info. Dimanche, évidemment, pour le second tour de la primaire de la gauche, grande soirée politique sur les chaînes parlementaires et politiques, Public Sénat et LCPN. En attendant, belle fin de soirée en notre compagnie.